My patients have taught me that aspartame can trigger a wide variety of problems. I believe that in vulnerable populations, it can lead to grand mal seizures, depression, panic attacks. I did a survey of the world's medical literature on aspartame and found 164 fulfilled the criteria for publication in a peer-reviewed journal with clear-cut relevance for issues of human safety. Of the 164, 74 were funded by the industry, that is the aspartame-related industry. All 74 attested to its safety. Les résultats de mon enquête étaient remarquables. Il y avait une corrélation à 100% entre les résultats des études et l'origine du financement. Toutes les études financées par l'industrie concluaient que l'aspartame ne pose aucun problème. Et 100% des études véritablement indépendantes concluaient qu'il y avait un problème avec la substance. Comment l'expliquez-vous? Malheureusement, l'argent est très puissant. L'argument est grave, car il suggère que les scientifiques peuvent être achetés par l'industrie pour fournir des études biaisées. Pour en avoir le cœur net, j'ai frappé à la porte d'une institution prestigieuse, la Société américaine du cancer, dont les liens avec l'industrie, justement, ont souvent été dénoncés. Il est tout à fait vrai que les industriels, qui peuvent être potentiellement affectés par des études contraires à leurs intérêts, essaient d'influencer les jugements des politiques et du public, en essayant parfois d'influencer la recherche. C'est un fait qu'il y a des études bien faites et des études lamentables. Et très souvent, les études qui sont financées par l'industrie sont conçues de telle manière qu'il est totalement impossible de détecter des effets nocifs. Cela veut dire que la littérature scientifique est régulièrement polluée par des études qui ne sont pas faites convenablement. Fondamentalement, ce serait une très bonne idée si les scientifiques qui évaluent les médicaments ne recevaient pas d'argent des firmes pharmaceutiques ou si ceux qui travaillent sur les produits polluants n'étaient pas payés par ceux qui les fabriquent. Mais ce n'est pas le cas. Non, l'inverse est une pratique courante. Est-ce qu'il arrive que l'industrie essaie d'intimider les experts des agences de réglementation? J'ai travaillé dans une agence de réglementation pendant 25 ans. S'ils n'arrivent pas à te battre sur le terrain de la science, alors ils ont recours à des attaques personnelles. J'en ai fait moi-même l'expérience. Ils ont voulu me faire virer de mon travail, et la raison c'était précisément parce que je faisais mon travail. Malheureusement, il est courant que l'on demande à des agents gouvernementaux de changer leur interprétation de données qu'ils ne jugent pas fiables. Certains se plient, d'autres ne se plient pas. La plupart du temps, c'est très difficile en raison de la situation économique de ces scientifiques qui subissent des pressions pour fermer les yeux ou se taire. Malheureusement, rares sont les centres de recherche complètement indépendants et à l'abri des pressions de l'industrie. C'est le cas de la Fondation européenne Ramazzini, un institut privé spécialisé dans la cancérologie environnementale. Ces chercheurs ont conduit 2 études sur l'aspartame. Publiées en 2005, la première portait sur 1800 rats qui ont ingéré une dose d'aspartame proche de la DGA depuis l'âge de 8 semaines jusqu'à leur mort naturelle. Résultat, une augmentation significative des lymphomes et leucémies chez les femelles. La deuxième étude portait sur 400 femelles en gestation dont les descendants ont été suivis jusqu'à leur mort. Elle a confirmé les résultats de la première étude, auxquels s'ajoute une augmentation significative des tumeurs mammaires. Curieusement, ces 2 études ont été rejetées dans un bel ensemble par la FDA et l'EFSA. Est-ce que vous considérez que l'aspartame est cancérogène? Sur la base de nos données, il est sûrement cancérogène pour les animaux expérimentaux. Il y a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, d'insuffisances méthodologiques qui ont été relevées à propos de ces études. Par exemple?
Alors, en particulier, le fait que les rats qui ont fait l'objet de ces études présentaient pour une bonne part des pathologies respiratoires. Nous ne sommes pas d'accord pour une série de raisons. Premièrement, parce que les processus inflammatoires que nous observons dans nos animaux dépendent très souvent du fait que nous les laissons mourir naturellement sans interrompre leur vie de façon arbitraire. Et comme il arrive pour l'homme, dans la dernière phase de la vie, les complications pulmonaires et rénales sont très courantes. Il est très fréquent de trouver des inflammations à la fois au niveau pulmonaire et rénal. La maladie respiratoire est à l'origine de tumeurs et donc peut complètement brouiller les pistes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette étude. Est-ce que les rats du groupe contrôle avaient le même problème respiratoire? Bien sûr, nous l'avons observé à la fois dans les groupes traités et dans les groupes contrôle. La seule différence entre les deux groupes était que les groupes expérimentaux avaient ingéré de l'aspartame et que les groupes contrôle n'en avaient pas ingéré. Oui, mais de toute façon, je vous dis, la majorité des résultats de ces études ont été invalidés par les analyses qu'en ont faites les experts du comité de l'EFSA. À dire vrai, les arguments de l'EFSA ne m'ont pas vraiment convaincu. Intrigué, j'ai cherché à savoir qui sont les 21 membres du comité additif alimentaire de l'EFSA. Depuis une date récente, chaque expert est tenu de déclarer ses conflits d'intérêts et les déclarations sont consultables sur le site de l'EFSA. On découvre ainsi que John Christian Larsen, le président du comité, travaille pour l'ILSI, un institut financé par les multinationales de l'agroalimentaire et de la chimie, ou que Jürgen Koenig a des contrats avec Danone, ou encore que Dominique Parent-Massin travaille pour le japonais Ajinomoto, l'un des principaux fabricants d'aspartame, ou pour Coca-Cola, un grand utilisateur d'aspartame. J'ai vérifié qui étaient les 21 membres du comité additif alimentaire. J'ai vu notamment qu'il y avait Dominique Parent-Massin, qui est membre du groupe de travail scientifique du fabricant d'aspartame japonais Ajinomoto. Alors ça, par exemple, c'est un vrai conflit d'intérêt. Donc ça veut dire que quand nous avons fait l'évaluation, quand nous faisons l'évaluation de l'aspartame, cet expert ne peut pas être rapporteur, ne peut pas préparer l'avis du groupe et ne peut pas participer aux délibérations sur ce sujet parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Et là, par exemple, dans le cas de l'avis qui a été rendu sur l'aspartame en mars 2009, je me souviens le dernier, donc Dominique Parent-Massin n'a pas participé. Non, sa déclaration d'intérêt a été évaluée et il a été considéré qu'elle avait un conflit d'intérêt. Et d'ailleurs, elle se restreint aussi, elle ne participe pas, par exemple, à certaines activités de l'EFSA en rapport avec l'aspartame d'elle-même, je dirais, en addition du processus, j'allais dire, que nous avons mis en place pour faire l'évaluation des déclarations d'intérêt. La transparence, en tout cas, a ses limites. La déclaration d'intérêt de Dominique Parent-Massin, que j'avais trouvée sur le site de l'EFSA avant de conduire mes interviews, a aujourd'hui disparu. Elle a été remplacée par une nouvelle, où l'experte ne dit plus un mot sur ce lien avec Ajinomoto et Coca-Cola. Étrange coïncidence. Un alto dirigente di EFSA mi disse una volta. Un haut dirigeant de l'EFSA m'a dit un jour, Dr Sofriti, si nous admettions que les résultats de vos études sont valides, nous devrions interdire l'aspartame dès demain matin. Vous vous rendez bien compte que cela n'est pas possible. S'ils admettent qu'ils ont fait une erreur, cela entraînera une perte de confiance. Et puis, ils craignent sans doute que cela ouvrira les vannes. Il y a des gens qui risquent de dire « Peut-être n'avez-vous pas fait une seule, mais plusieurs erreurs. Et peut-être que tout le processus est défectueux. » Peut-être que tout le processus est défectueux. À ce stade de mon enquête, j'ai compris que le système de réglementation des produits chimiques est contrôlé par l'industrie, dont la préoccupation majeure n'est pas la santé du consommateur,
mais la recherche du profit à tout prix. L'arrivée des récipients en matière plastique, par exemple, suscite déjà des inquiétudes. On vend en bouteilles plastiques de l'huile ou du vin. Est-on certain que le recul est suffisant pour décider que les traces de plastique qui passent nécessairement dans l'huile ou dans le vin ne sont pas nocives? Inventé il y a plus d'un siècle, le plastique s'est imposé dans tous les domaines de la vie. Dans les équipements électroniques, les vêtements, les moyens de transport, les meubles, les jouets, les ustensiles de cuisine ou le conditionnement des denrées alimentaires. On estime que chaque Européen utilise en moyenne 92 kg de plastique par an. 40% proviennent de l'emballage des aliments. Un exemple, le bisphénol A, encore appelé BPA, dont la production annuelle s'élève à 3 millions de tonnes. On le retrouve dans les produits en polycarbonate comme les biberons, les bonbonnes d'eau ou les préparations pour micro-ondes, mais aussi dans les résines utilisées comme revêtement dans les boîtes de conserve ou les canettes de boissons. La dose journalière admissible du bisphénol A a été fixée à 0,05 mg par kilo de poids corporel. The world of plastics is present everywhere. Yet this presence is but a premonition of a future world. Our children will see a bit of that world, and our grandchildren will not see the end of it. On a longtemps considéré que les plastiques étaient des matières biologiquement inactives. Ce n'est malheureusement pas le cas. C'est ce qu'ont découvert fortuitement Anna Soto et Carlos Sonnenschein, deux chercheurs en biologie cellulaire à l'université de Boston. En 1987, ils travaillaient sur des cellules de cancer du sein. L'expérience consistait à provoquer la multiplication des cellules en les exposant à de l'œstrogène, une hormone féminine naturelle. Les cellules de l'expérience, comme celles du groupe contrôle, étaient conservées dans des tubes en plastique. Nous répétions sans cesse la même expérience et obtenions toujours les mêmes résultats. En l'absence d'œstrogène, les cellules de cancer du sein ne se multipliaient pas, mais en présence d'œstrogène, elles se multipliaient. Puis tout à coup, toutes les cellules se sont mises à se multiplier de manière indiscriminée. Nous avons pensé que nous avions une contamination par l'œstrogène et nous avons commencé à vérifier chaque composante du processus. Finalement, nous avons compris que l'activité provenait des tubes dans lesquels nous conservions les cultures tissulaires. Nous avons donc appelé le fabricant des tubes qui n'a pas pu nous fournir d'explication. Il nous a envoyé plusieurs lots pour que nous puissions détecter la présence de l'œstrogène qui, en fait, était due à un changement dans la formulation du plastique. Le fabricant considérait que c'était un secret commercial. C'est pourquoi il a refusé de nous révéler la composition. C'est donc grâce à notre recherche indépendante que nous avons pu identifier que la substance était du nonylphénol. Le nonylphénol, comme le bisphénol A, sont des hormones de synthèse utilisées comme antioxydants dans les matières plastiques. Après leur découverte, les deux chercheurs décident de se consacrer au BPA en raison de son utilisation massive dans les plastiques alimentaires. Leur originalité, c'est d'exposer les cobayes pendant la gestation pour pouvoir observer les effets sur la seconde génération. Voici la glande mammaire d'une souris de 4 mois. On peut voir les conduits qui plus tard draineront le lait. Ils ne sont pas très nombreux et font peu de ramifications. Maintenant, je vais vous montrer un animal qui a été exposé au bisphénol A in utero. On peut voir la complexité des conduits et de leurs ramifications.
C'est 4 mois après l'exposition. Ce serait une situation normale si la souris était enceinte, mais ce n'est pas le cas. À cet âge, un animal normal devrait être comme ceci. Donc il y a une différence importante. La grossesse n'est pas une pathologie si la femelle est enceinte, mais si la glande mammaire d'une femelle qui n'est pas enceinte imite la grossesse, alors ce n'est pas normal. Quelle est la dose de bisphénol A que vous avez administrée? 250 nanogrammes par kilo. C'est une dose très basse. Une dose 200 fois inférieure à la DGA. L'histoire d'Anna Soto et de Carlos Sonnenschein a été racontée dans un livre qui a défrayé la chronique américaine en 1997. Publié en France sous le titre « L'homme menacé de disparition », il est le fruit d'une enquête conduite par le professeur Theo Colborn. Celle-ci a étudié l'impact de la pollution chimique sur la faune des Grands Lacs, puis elle a réalisé la synthèse d'1 millier d'études concernant l'évolution de certaines espèces sauvages, comme les mouettes, les baleines ou les loutres. Un véritable travail de détective qui conduisit à la création d'un nouveau concept scientifique, celui de perturbateur endocrinien. J'ai commencé à répertorier tous les troubles constatés dans ces différentes espèces. En général, les animaux adultes avaient l'air normal, mais leurs petits, quand ils pouvaient se reproduire et qu'il y avait des petits, ne parvenaient pas à l'âge adulte. Et s'ils y parvenaient, ils ne vivaient pas très vieux et ils étaient incapables de se reproduire. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un perturbateur endocrinien? La réponse est très simple. C'est une substance chimique qui interfère avec la fonction du système endocrinien. Que fait le système endocrinien? Il nous permet de nous reproduire. Il permet que nous fonctionnions normalement et il contrôle tout le processus de construction d'un bébé, depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Chaque muscle, la programmation du cerveau ou des organes, tout cela en dépend. Le problème, c'est que nous avons inventé des produits chimiques qui ressemblent aux hormones naturelles et qui peuvent se glisser dans les mêmes récepteurs en allumant une fonction ou en l'éteignant. Le cerveau est perturbé et ordonne au corps de produire plus d'hormones, et c'est ça le problème. Le terme perturbateur endocrinien a été inventé lors de la conférence de Wingspread organisée par Theo Colborn en 1991. Elle y réunit la vingtaine de scientifiques qui ont nourri la matière de son livre. Depuis, il se retrouve chaque année lors d'un colloque à la Nouvelle-Orléans. Il y a là Anna Soto et Carlos Sonnenschein, Louis Guillette, spécialiste des alligators, Fred Fomsal, qui travaille depuis plus de 20 ans sur le bisphénol A, ou John McLachlan, spécialiste du Distilbène, en anglais DES. Interdit depuis plus de 30 ans, ce médicament a été largement prescrit pour prévenir les fausses couches. Il est considéré comme le modèle des perturbateurs endocriniens. Car fait unique, on dispose non seulement de données expérimentales sur les animaux, mais aussi de données épidémiologiques chez les humains. Le distilbène est réellement le produit chimique qui a changé notre manière de penser en nous éclairant sur ce qu'est la perturbation endocrinienne et sur ce que nous appelons maintenant l'origine fétale des maladies de l'adulte. Si on remonte 70 ans en arrière, le distilbène fut la première hormone de synthèse inventée par Charlie Dodds en 1938. Il avait déjà synthétisé le bisphénol A en 1936 comme un œstrogène. Le distilbène a été utilisé comme un support endocrinien pour les grossesses. Il a été prescrit à plus de 4 millions de femmes aux États-Unis de la fin des années 40 jusqu'à 1975. Après, vous connaissez tous l'histoire. On a constaté des cancers du vagin chez les filles des femmes traitées.
Qu'avez-vous observé quand vous avez exposé des souris en gestation à du distilbène? Nous avons observé des effets sur leur descendance mâle et femelle. Chez les femelles, nous avons observé des cancers dans leur système de reproduction, notamment du vagin, comme c'est le cas chez les humains. De fait, tout ce que nous avons constaté chez les souris a été vérifié chez les humains. Et tout ce qui a été vu chez les humains l'a aussi été chez les souris. C'est même très troublant. Lorsque nous avons conduit nos études sur les souris il y a 25 ans, nous avions noté que les femelles de la seconde génération avaient des ménopauses plus précoces. Et 25 ans plus tard, nous constatons la même chose chez les femmes exposées. Donc il faut le répéter, toutes les conséquences du distilbène observées chez les humains l'ont aussi été chez les souris et les rats. Et aujourd'hui, avec Carlos, nous obtenons les mêmes résultats avec des doses faibles de bisphénol A, similaires à ce que l'on trouve dans l'environnement. Il y a cependant une différence. Nous avons obtenu nos premiers résultats en 2007, et si l'on fait un parallèle avec le distilbène, cela veut dire qu'il faudra attendre 2032 pour le vérifier chez les humains, et ce sera très difficile. Pour le distilbène, les femmes qui ont été exposées in utero ont les ordonnances de leur mère comme preuve, tandis que les femmes qui auront un cancer en 2032 n'auront aucune preuve qu'elles ont été exposées au BPA in utero. Je vous laisse avec cette pensée très dérangeante. Notre prochain orateur est Fred Fomsal, professeur de biologie à l'Université du Missouri. The chemical industry has really L'industrie chimique a fait un gros travail de désinformation pour convaincre les gens que nous ne sommes pas exposés au bisphénol A et que les quantités que l'on trouve dans nos organismes ne sont pas du tout préoccupantes. Les faits prouvent le contraire. Juste pour vous donner un exemple, si vous tenez à avoir votre dose quotidienne de BPA, il suffit que vous mangiez de la sauce tomate Heinz. Même chose pour les produits qui contiennent des substances lipophiles, comme le thon à l'huile. Le Centre pour le contrôle des maladies a fait plusieurs études pour mesurer le niveau de BPA dans les urines. Et comme on peut le voir dans cette enquête nationale, plus vous êtes jeune, plus votre niveau de BPA est élevé. Quels effets avez-vous observés quand vous avez exposé des souris en gestation à des doses très faibles de BPA? Les études sur les animaux montrent que des doses largement inférieures à la dose journalière admissible causent la sécrétion de l'insuline, une augmentation du taux de glucose, une résistance à l'insuline, du diabète, des maladies cardiaques, des dysfonctionnements cérébraux et des troubles du comportement. Nous constatons aussi des dysfonctionnements dans le système de reproduction des mâles et des femelles. Chez les femelles, des kystes aux ovaires ou des fibromes utérins. Chez les mâles, des malformations des testicules, une quantité réduite de spermatozoïdes, des niveaux d'hormones et de testostérone anormalement bas. Nous observons enfin des cancers de la prostate chez les mâles et du sein chez les femelles. La ministre de la Santé et des Sports. Le principe de précaution ne s'applique qu'en l'absence d'études fiables. Là, et en l'occurrence, les études fiables existent et concluent en l'état actuel de la science à l'innocuité des biberons en bisphénol A. Depuis plusieurs années, le bisphénol A est l'objet d'un bras de fer qui oppose les agences de réglementation et un nombre croissant de scientifiques. L'enjeu n'est pas seulement la DGA fixée, mais au-delà,
la manière dont sont évalués les perturbateurs endocriniens, dont le BPA est devenu le symbole. Au cœur du conflit, les effets des faibles doses, que les toxicologues de l'industrie ignorent et donc ne testent pas. Curieusement, les agences de réglementation continuent de baser leur évaluation sur les études de l'industrie, dont la qualité est contestée. Quant aux industriels, ils s'accrochent au statu quo, en servant le même argument que les fabricants d'aspartame, comme ici lors de cette audition organisée au Parlement français. Alors là, je vous emmène faire un petit voyage à travers le monde sur ce dont nous, les industriels, nous avons besoin, à savoir des avis des agences sanitaires qui nous autorisent à mettre sur le marché les différents produits. Le consensus actuel des agences sanitaires aux USA, Canada, Europe et Japon est que les niveaux actuels d'exposition au BPA en application alimentaire ne présentent aucun risque sur la santé des populations, y compris les enfants et les bébés. Et moi, quand j'entends votre discours qui me dit toutes les agences sont d'accord, je vous dis, toutes les agences étaient d'accord pour dire que l'amiante ne posait pas de problème. Et à l'époque, on nous disait, où sont les victimes? Et les victimes, on sait, on est à 3000 morts. Alors la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on attend 40, 50 ans, 60 ans pour avoir la certitude? Ou est-ce que, à partir de ce que l'on sait, cette convergence d'études chez l'animal sur toutes les espèces testées, souris, rats et le singe, les données sur le singe sont extrêmement fortes. Je crois que le principe de précaution s'impose. Le problème, c'est qu'on ne peut pas protéger correctement nos concitoyens sur la base de l'émotion. Ça ne veut pas dire pour autant que... Moi, je crois que les mots n'ont pas de sens à ce moment-là. Comment vous parlez d'émotion devant l'ensemble de ces données scientifiques? Moi, je ne suis pas en train, ni Patrick Fénichel ni moi-même ne sommes en train de vous parler d'émotion. Hasta ahí, chicos, pausa. ¿Qué tal? ¿Sí les está interesando e impactando? Sí. Está bueno. Muy bueno. Hay mucha tela que cortar de este documental, pero como todo en este curso, todo va a ser express. Permítanme, me voy a poner los... Listo. Bueno, entonces, para que el miércoles podamos tener un panorama más amplio y muchas opiniones respecto a los problemas que se tocan en este documental. La tarea va a ser, permítanme, les comparto, déjenme ver si tengo aquí. Ajá. Esta. Por equipo, recordarán que hace un momento les comentamos que tenían que hacer ya sus equipos. Necesito que trabajen ya en equipo de aquí al miércoles. Por equipo, ¿qué van a resolver? Van a hacer una exposición de no más de 5 minutos. Si quieren ustedes, se pueden apoyar en material audiovisual, pueden hacer una presentación en PowerPoint, o pueden no apoyarse en nada y solamente pasar todos los integrantes del equipo. Recuerden que la calificación, aunque sea por equipo, es individual. ¿Cómo los voy a evaluar? Con la rúbrica de participaciones que hace un rato les mostramos. Ahora, ¿qué tienen que resolver como equipo? 2 preguntas, pero en realidad se convierten en algunas más. Miren, la primera es, ¿cuál es el problema de fondo que expone el documental? Ya de ahí podríamos entrar en una sesión grande para debatir cuál es el problema de fondo que expone el documental. Se me ocurren, por ejemplo, problemas de fondo como la aceptabilidad. ¿La aceptabilidad para quién? Para la industria o para el consumidor. Que no se sabe, ellos le dicen la dosis jornalera admisible. En español es la IDA, la ingesta diaria admisible. Ajá. O en inglés la ADI. Ajá. Entonces, es la ingesta diaria admisible, la IDA.
pues ese sería otro problema, ¿no? Que no se conoce la ingesta diaria admisible real, que no se tienen en cuenta las interacciones entre los tóxicos y entre todas las moléculas, que estamos expuestos finalmente a una gran variedad de tóxicos, puede ser la corrupción, los intereses creados, la opacidad de la información, el poder de las empresas, ¿verdad?, sobre el gobierno y las instituciones reguladoras, la estigmatización, la falta de conocimiento que tenemos el público en general, la alimentación, el estilo de vida que llevamos, hay vacíos en jurídicos, que hay vacíos jurídicos y es lo que aprovechan las empresas, que la industria farmacéutica es la que hace los estudios toxicológicos, o que el origen de gran parte o gran proporción de las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos una alza tremenda en las últimas décadas es de origen químico y no lo estamos haciendo. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pueden ser esos o pueden ser otros. Debatan y llegan a un consenso por equipo en cuanto a cuál es el problema de fondo que expone el documental. ¿Hasta ahí está claro? Obviamente tienen que decir cuál y por qué, ¿no? Bueno, abran sus camaritas. Sí. Ok. Sí. Bueno, la segunda pregunta consiste, hay que resolver esto. ¿Qué pueden hacer en los 4 aspectos abajo descritos para, ojo, para prevenir, para resolver y o minimizar los efectos nocivos de tal problema? ¿De cuál problema? Pues del que hayan decidido colocar aquí, ¿no? Ahora, en los 4 aspectos, ¿cómo pueden hacer para prevenir, resolver y o minimizar? ¿En qué aspectos? Fíjense, les pongo en el individual y en lo colectivo. Es decir, como individuos, de forma personal, como ciudadanos, ¿sí? Como ciudadanos ambientalmente responsables, ¿qué pueden hacer de forma personal en lo individual para poder prevenir, resolver y o minimizar ese problema? Ahora, en lo individual, de forma profesional, ¿qué pueden hacer para prevenir, resolver y o minimizar los efectos nocivos de ese problema? Ahora, en lo colectivo es lo mismo. ¿Qué pueden hacer como ciudadanos ambientalmente responsables en lo personal? ¿Sí? O sea, como cualquier ciudadano, ¿cómo se pueden unir como ciudadanos y tratar de resolver, prevenir o minimizar? Y en lo colectivo, también en conjunto, a eso me refiero, ¿qué pueden hacer en lo profesional? Y con lo profesional hablo como ISAs, aunque van en 5º semestre, ustedes ya tienen que empezar a pensar que ya son ISAs. Entonces, ¿qué pueden hacer? Insisto, en lo individual, de manera personal o profesionalmente, o qué pueden hacer en lo colectivo, es decir, en comunidad, de manera personal como ciudadanos, o de manera y de manera profesional. Entonces, aquí, fíjense que son 4 respuestas, más esta, 5. Fíjense entonces, como les decía, este curso les aporta muchas cosas y hace un rato les hablaba que tienen que pensar, ¿verdad? Que tienen que interpretar, tienen que analizar, tienen que investigar y tienen que proponer. Uno como profesional tiene que ser creativo y hay que pensarle, hay que poner a rodar el chícharo, ¿no? Y yo sé que no les va a costar nada de trabajo porque son ingenieros, ¿ok? Entonces, tienen que resolver todo esto por equipo. Una exposición de 5 minutos, ahí donando acá, 5 minutos máximo por equipo. Tendrán que participar todos porque van a ser evaluados de manera individual. Obviamente no hay respuestas buenas ni malas, pero hay que argumentar. No podemos echar así nada más el 20 y decir, pues puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto. ¿Y cómo? Hay que argumentar. Ustedes deben de tener el soporte para argumentar las propuestas que den. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Nos quedan 5 minutos, porque me falta ponerles otra cosa. Profesora, perdón, ¿cuánto debe durar la exposición en promedio?
Máximo 5 minutos. Ok, gracias. ¿Esta exposición sería para el miércoles o Para el miércoles ya. Ok. Ya les digo que no tenemos tiempo, chicos. Profesora, no tenemos tiempo y tenemos mucho que abordar. Sí. Si se hace presentación, ¿se tiene que subir a Classroom? Ah, no te escucho. Si se hace presentación de PowerPoint, ¿se tiene que subir a Classroom? No, la presentan en ese momento. Si me la quieren enviar, por si ustedes tienen algún problema para proyectarla, si quieren envíenmela. Pero si no, o sea, lo importante en todo caso sería que todos los integrantes del equipo la tuvieran, para que si no la puede presentar uno, la presente otro. Les digo, los minutos son muy valiosos, no nada más en toxicología, en la vida, el tiempo es muy valioso. Se va y no regresa. Ya no hay atrás. Ajá, entonces acuérdense que nada más tenemos 3 horas y tenemos muchas cosas que ver. Con eso vamos a empezar. Profesor, entonces como tal no va a crear la tarea, o sea, cuando vayamos a entregar el trabajo va a ser el mero día de la clase. ¿O cómo? El miércoles, esto es para el miércoles ustedes van a exponer. Yo les voy ahorita a editar la tarea, ahorita se las mando, ahorita que termine la clase, les edito la tarea. Ustedes no me tienen que enviar nada porque ustedes lo van a exponer en clase. ¿Sí? Y ya cuando expongan, nada más le ponen entregar tarea. Total, que yo ya los escuché. ¿Sí me explicó? Insisto, si me quieren mandar sus presentaciones, adelante. La idea es que no nos trabemos y estemos con que, ay, fulanito ya se le fue la red, y entonces vamos a esperar unos 5 minutos a ver a qué hora regresa. Que todo eso está pasando, no sé, seguramente ya les pasó el semestre pasado, a todos nos pasó. Entonces no podemos estar invirtiendo tiempo, bueno, desperdiciando tiempo en este caso, en eso. De tal suerte que si no lo tiene uno, la tiene el otro. Si me la quieren enviar, yo la tengo y yo se las proyecto. ¿Sí? Vamos a optimizar nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Nadia? Ok. Sí, ¿alguien más? Porque me falta explicarles otra cosa. Ya el miércoles espero podamos hablar un poquito con más calma. ¿El documental lo va a subir al Classroom o algún link para poder verlo de nuevo? ¿Les puedo subir el documental al Classroom o les puedo pasar el link que está en YouTube? Sí, por favor. El link, ¿sí, no? Sí, y si lo pueden ustedes compartir con otras personas, mejor, ¿no? Entre más seamos los que conozcamos de esto, será mejor. Va. Bien, hasta ahí. Me quedan 2 minutos, chicos. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Ya lo anotaron? Sí. Sí, profesor. Ok. Bien. Por otra parte, bueno, ¿cómo se llama? Del documental nos quedan 24 minutos por visualizar. Ajá, eso es lo que les queda. Nos quedamos en el minuto 24, por si no lo anotaron. Ahora bien, como les digo que tenemos que hacer nuestro curso más ajustado de lo normal por la cuestión de las suspensiones, les voy a enviar también ahorita le voy a poner como tarea, ¿por qué? Bueno, ahorita les digo el por qué, pero les voy a poner como tarea el que vean, escuchen, pongan atención y traten de que se les quede, ¿verdad? Es un archivo en PowerPoint que tiene mi voz, porque yo lo hice, ajá, en donde les hablo acerca, ya vamos avanzándole de aquí al miércoles, es el tema de historia de la toxicología. Como ahí les digo, la historia de la toxicología es tan vasta y que empieza con la historia misma del hombre. Podemos encontrar compendios, chicos, compendios, libros y libros de la historia de la toxicología y nos podríamos llevar un semestre o un año hablando de ello. Pero trato de resumirlo en lo que al menos yo considero lo más importante. Este video, me queda un minuto, este video es de aproximadamente, de PowerPoint, es de aproximadamente 2 horas y media, para que tengan tiempo, hagan su tiempecito para que vean este video, porque les voy a poner un cuestionario de Google, un formulario de Google el miércoles, para ver que sí lo vieron, sí lo entendieron, y no tiene nada de dificultoso, es como una historia, es como que quieren que les cuente un cuento, aunque no quieran, se les voy a contar y se les voy a postear al rato, en unos minutos, en su Classroom. Entonces, véanlo, escúchenlo, estúdienlo, hagan su tiempecito.
Háganse una agüita de limón, si es posible. Ya van a ver al rato en el video cuando termine este documental, que a lo mejor es mejor, pues, sin edulcorantes, ¿va? Sin azúcar, bueno, en fin. Ya van a ir aplicando la toxicología en su día a día, además de la forma profesional, que es lo que nos interesa. Son las 7, chicos. ¿Alguna duda? Parece que no. No. Entonces, en ninguna de las 2 tareas que les voy a poner me tienen que mandar nada, ¿vale? Porque de lo de la cuestión de la historia de la toxicología, les voy a poner el cuestionario del formulario de Google para el miércoles mismo durante la clase. Y ahí lo tendrán que resolver y me darán de enviar tarea, que quiere decir que ya lo hicieron. ¿Ok? Ok. Pues bienvenidos nuevamente, chicos, a trabajar y mucho ánimo, que este semestre nos vaya de maravilla. Gracias. Gracias. Gracias.